bienvenue dans le débat sur France 24. Coup d'envoi de Davos. Les élites politiques et économiques du monde entier se retrouvent cette semaine dans la station suisse. L'année 2023 est celle des crises multiformes, les répercussions de la guerre en Ukraine, la crise du coût de la vie et la crise climatique, le contexte géopolitique et géoéconomique le plus complexe depuis des décennies, a souligné le président du WEF. La guerre en Ukraine s'invite donc à Davos avec l'intervention de la première dame, Olena Zelenska, demain. Elle fera le déplacement dans la station. Sur la crise du coût de la vie, selon l'ONG Oxfam, il faudrait diviser par 2 le nombre de milliardaires. Enfin, le climat est un des sujets clés afin de préparer la COP28 qui doit avoir lieu aux Émirats arabes unis. Les ONG s'inquiètent déjà du poids des groupes pétroliers dans la station. Alors on va revenir justement sur ces 3 crises. La guerre en Ukraine, la crise du coût de la vie et la crise climatique. Quelles menaces représentent-elles? Qu'en dit-on à Davos? Comment faire face? Vous avez ces images en direct d'ailleurs de la station, de ce concert qui donne le coup d'envoi de Davos. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Shahin Vallée. Bonsoir, chercheur associé au DGAP, German Council of Foreign Relations. Bienvenue à vous. Merci. Jean-Hervé Lorenzi, bonsoir. Bonsoir. Fondateur et membre du Cercle des économistes. Il faut rappeler que Aix, donc cette année, c'est quand en juillet? 7, 8, 9 juillet. 7, 8, 9 juillet, donc vous rassemblez donc c'est votre Davos, en fait le Davos de Aix en Provence. Jean-Joseph Boileau est avec nous, économiste spécialiste des BRICS, membre du Cercle Cyclope, c'est un cercle d'experts sur l'évolution des grands marchés. Bienvenue à vous, Jean-Joseph. Merci. Et puis en duplex de Davos, nous avons Lynn Rifaille, notre envoyée spéciale. Bonsoir Lynn. Bonsoir Stéphanie. Davos 2023, je le disais, c'est donc l'année des crises. On va commencer par la guerre en Ukraine et ses répercussions sur les prix. Lynn, on démarre avec vous, puisque vous êtes notre envoyé spécial. Pedro Sanchez, Olaf Scholz, Ursula von der Leyen. Côté français, Bruno Le Maire, mais aussi Laurence Boone sont présents, en tout cas cette semaine. Une forte présence européenne. La guerre en Ukraine et ses répercussions sur l'économie est-elle omniprésente cette semaine à Davos ? C'est vrai, Stéphanie, comme pour l'édition du mois de mai, mais encore plus sans doute pour cette édition-là, la guerre en Ukraine, qui approche donc de son premier anniversaire, est au cœur des préoccupations ici à Davos. Alors, vous l'avez mentionné, la première dame ukrainienne aura un mot à l'ouverture officielle du Forum économique mondial. Il y a l'ouverture donc ce soir, bien sûr, mais les premiers discours politiques, eh bien, c'est demain en milieu de matinée. Et on a su il y a seulement quelques heures qui sera d'une certaine manière l'invité surprise, la personne qui fera le premier discours ou le premier mot donc, de lancement de ce Forum économique mondial. Eh bien, ça sera donc la première dame ukrainienne, Olena Zelenska, ici à Davos. Elle sera suivie par l'intervention de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et puis le président ukrainien qui, en mai dernier, avait fait l'ouverture de Davos par une intervention en visioconférence, eh bien, fera aussi une intervention, probablement en visioconférence, mercredi après-midi. L'Ukraine est donc au centre des préoccupations pour des raisons politiques, évidemment, mais aussi, bien entendu, économiques à cause des répercussions de cette guerre en Ukraine sur l'économie mondiale. Des répercussions dont on parlera toute cette semaine avec la flambée des coûts de l'énergie et aussi avec la flambée du coût de la vie, donc, qui est aussi un sujet de préoccupation important ici, ce qu'on appelle la crise du coût de la vie. Jean-Hervé Lorenzi, cette guerre en Ukraine, on peut dire quoi? Elle a bouleversé le monde sur le plan géopolitique, d'un point de vue économique. Il y a la crise énergétique, la crise économique. Tout en découle un peu. C'est 2023, c'est un focus sur l'Ukraine. Non, je ne crois pas ça. Et ses répercussions? Non, je crois pas. Je crois que c'est très important sur un plan géopolitique. C'est peut-être un signal d'une montée des violences dans le monde qui, évidemment, pose un problème géant. Maintenant, quand on regarde bien tous les sujets les uns après les autres, ils étaient déjà en germe. Je veux dire, les problèmes de répartition dans notre pays, que vous avez cité tout à l'heure, Oxfam, c'est géant. Je veux dire, on va y revenir oui, précisément. Je veux dire, c'est ça le problème de fond, la montée, l'exigence qu'on peut avoir sur des problèmes de répartition. Les problèmes du climat sont pas liés à l'affaire de l'Ukraine. Certes, le coût de l'énergie, depuis longtemps... Ça, c'est quand même lié à la guerre en Ukraine, Jean-Hervé Lorenzi. Oui, mais je veux dire, c'est pas... L'erreur serait, me semble-t-il, de
considérer que les problèmes de l'économie mondiale sont liés exclusivement à... Oh non, pas exclusivement. Pas exclusivement, et que bien des sujets sont en fait en germe, ce qui est d'ailleurs le plus compliqué à accepter, parce que les affaires, par exemple, des inégalités, on est quand même très nombreux à soulever ce problème qui est là, évidemment le mode de fonctionnement de nos sociétés. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit nos amis à Davos qui puissent régler les problèmes d'inégalité, c'est pas par nature, parce qu'ils ne sont pas directement... En tout cas, c'est une tribune pour Oxfam qui fait ce rapport donc tous les ans. Voilà, ça c'est très bien. Et puis, les problèmes d'énergie sont effectivement des problèmes, j'allais dire, mal ou peu traités pour le moment, et c'est une volonté politique. Donc, je trouve que c'est très bien que les gens se réunissent. Je ne crois pas que la solution de l'ensemble des sujets se trouve à Davos. Dans la semaine. Se trouve à Davos, c'est très bien, mais modestie exige d'être un peu, réaliste sur la difficulté des sujets auxquels on est confronté dans le monde aujourd'hui. Chahine Vallée, vous êtes d'accord? Bon, la difficulté des sujets, comme le dit Jean-Hervé Lorenzi, mais tout de même, cette guerre en Ukraine, elle a entraîné un revirement en Allemagne, vous qui connaissez bien l'Allemagne, sur la politique énergétique, des bouleversements, on peut le dire, en Europe. Non, je partage ce qui a été dit. Il y a des chocs structurels auxquels on fait face, et ça, on reste avec ceci. Je pense néanmoins que la crise ukrainienne a un rôle déterminant pour la conjoncture et pour l'année qui vient. Est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle flambée de violence, une nouvelle campagne russe, peut-être une invasion par la Biélorussie, et du coup un nouveau choc énergétique avec... potentiellement un risque récessionniste majeur pour l'économie européenne en 2023, ou est-ce qu'au contraire, on va vers une accalmie ou un conflit qui s'enliserait et qui du coup permettrait peut-être de passer à quelque chose qui serait moins coûteux pour l'économie européenne. Donc je pense qu'il y a quand même la question ukrainienne est à mon avis déterminante pour est-ce que l'économie européenne en 2023 vivra plutôt une amélioration ou plutôt une récession. Donc je pense que à court terme, au moins, c'est la situation ukrainienne qui surdétermine beaucoup de ce qui va se passer en 2023. Jean-Joseph, alors pour les pays émergents aussi, on peut dire qu'il y a un impact sur le prix des céréales. Oui, mais enfin, il faudrait se décentrer un peu parce que, d'ailleurs, on le voit, c'est très européen, ce sommet. En particulier cette année. Moi, je veux bien que la Chine et l'Inde, ça pèse rien du tout. Toute l'Afrique, quand on discute avec l'Afrique. Et alors, on regarde les données macroéconomiques pour cette année et l'an prochain. Effet Ukraine. Zéro, même mieux. Ukraine zéro. Non, mais pas loin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a manifestement, aujourd'hui, deux mondes. Il y a une sorte de fragmentation du monde, entre d'un côté un pôle, effectivement, européen, occidental, qui est là, très frappé. C'est la première, je crois, grande crise de cette ampleur, parce qu'on ne sait pas très bien, d'ailleurs, où ça va, où il y a le choc d'inflation, etc. Maintenant, on n'a pas parlé de Bali, le sommet du G20, mais relisez les 17 pages du sommet du G20. On ne s'inquiète pas trop de la crise conjoncturelle. On parle de l'inflation, mais pourquoi? Parce qu'il y a quelques pays émergents, comme le Pakistan, le Sri Lanka, qui sont tombés, mais c'était des pays fragiles. C'était les données internes qui étaient en cause. Mais pour le reste des pays émergents, regardez Narendra Modi, qui a pris la présidence du G20, vient de faire un mini-sommet des pays du Sud global, ce qu'ils appellent. Donc il y a une redéfinition des cartes tout de même, c'est ce que vous dites, une fragmentation. Oui. Donc il y a le pôle européen, le pôle plus émergent qui se rapproche. Il y a le pôle occidental qui est confronté à un choc qui est la guerre en Ukraine. C'est évident parce que c'est un choc systémique, géopolitique, et qui doit aujourd'hui assumer le coût économique et la politique de la Banque centrale américaine, dont il faudra bien qu'on parle quand même, qui est de continuer à relever ses taux, alors même que la récession ça a un impact sur les pays émergents. Oui, parce que les pays fragiles ont eu des crises de change, mais pour des pays comme la Chine, l'Inde et beaucoup de pays d'Afrique, hormis le Ghana par exemple, qui a un vrai problème d'endettement, les choses ne sont pas si claires. Ce que je veux dire par là, c'est que pour les pays émergents, la question centrale, ce sont les défis structurels de moyen terme. C'est mis sur la table et pas tellement le problème de 2023. Voilà. Jean-Hervé, est-ce que finalement, tout de même, avec cette guerre en Ukraine, on se dit que c'est la fin? Il y a aussi une sorte de relocalisation de la production. Est-ce que c'est la fin de la mondialisation telle qu'on a pu la vivre? Mais c'est pas cher ami, c'est pas la guerre en Ukraine qui fait que le monde se refragmente. Mais ça exacerbe pas. On est quand même, c'est dramatique la guerre en Ukraine. J'espère que c'est pas surtout le premier pas
vers ce qu'on a constaté dans l'histoire, c'est qu'on commence à voir émerger des difficultés géostratégiques majeures. Tout le monde commence à parler de Taïwan. Enfin, je veux dire, il y a des guerres en Afrique. Enfin, donc la géopolitique s'immisce beaucoup dans l'économie, tout de même, avec cette guerre en Ukraine. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire cette idée que le monde se fragmente sur des sujets qui sont autres. Si je prends les deux grands pays, on a le droit de prendre les deux grands pays, les États-Unis d'Amérique, ils sortent quand même d'une période qui est une période extrêmement tendue sur un plan politique intérieur. Et ils n'ont pas de problème énergétique. Donc ils ont un problème d'inflation. Et avec la Fed. Mais ça n'a rien à voir avec la guerre, je veux dire, en Ukraine. La Chine, qui est quand même la deuxième puissance du monde, elle est en réalité confrontée aujourd'hui à un problème de coronavirus, de démocratie, et on sent la tension entre les deux pays. Ce que je peux dire, je ne suis pas en train de sous-estimer la guerre. Pour nous autres Européens... Pour l'Europe, c'est ce que disait Shane Valley. Alors, je ne crois pas... Alors, je m'avance beaucoup. Je ne crois pas que nous aurons une récession en Europe cette année. Je n'y crois pas, non. Contrairement à ce qu'un certain nombre d'autres économistes disent... Oui, mais je veux dire, c'est leur droit le plus strict d'avoir une pas opinion. De récession en Europe. Et j'ai le droit d'en avoir une autre. Je ne crois pas que les banques centrales vont s'agiter autant qu'on l'imagine. Je ne crois pas que la Banque centrale européenne va monter ses taux de manière très forte. Je ne crois pas à tout ça. Je crois à l'idée qu'on va avoir une croissance très faible en Europe, dans la zone euro, peut-être positive et vraisemblablement positive en France. Et donc, on sort, je vous rappelle, la faculté d'oubli des êtres humains me stupéfie. On sort du coronavirus, qui est quand même autrement plus important. On a quand même plongé de partout de 10% de croissance. Une vraie récession. Donc, c'est une vraie récession donc, avec laquelle on a rebondi. La guerre en Ukraine pose un problème je parle d'économie, je ne parle pas de politique, parce que évidemment, sur un plan politique, c'est très important. Mais sur un plan économique, ça hausse le prix de l'énergie. De toute façon, les prix de l'énergie, avec la volonté de décarboner, évidemment, va augmenter. Alors, ça accélère un mécanisme, mais je ne crois pas que ce soit le phénomène majeur J'ai malheureusement peur que ce ne soit pas le phénomène majeur de Lequel serait-il, alors, européenne. en un mot ? Lequel serait-il, si ce n'est pas la guerre en Ukraine qui redéfinit les cartes en Europe ? Je pense que la volonté de décarboner le monde, la volonté de la montée... C'est la crise climatique. Pas ? Ce serait la crise climatique. C'est la crise climatique qui est majeure. Deuxième crise, en tout cas, avant justement de parler de la crise climatique, c'est celle du risque du coût de la vie. La crise du coût de la vie est le risque planétaire numéro 1 pour les 2 ans à venir. Voilà ce qu'on dit dans une enquête du Forum économique mondial. Et voilà donc ce que propose le rapport d'Oxfam pour réduire les inégalités. Il propose littéralement de diviser par 2 le nombre de milliardaires. On va écouter Gabriela Boucher qui est patronne de Oxfam Monde, co-auteur du rapport. Justement, elle est au micro de Kate Moody, envoyée spéciale à Davos. La tendance actuelle montre une augmentation du nombre de milliardaires et les richesses qu'ils amassent augmentent. Il est donc possible d'accroître, même avec de faibles montants, l'impôt sur la fortune nette des millionnaires, multimillionnaires et milliardaires jusqu'à 5%. Nous pourrions lever 1 700 milliards de dollars par an, ce qui signifie que nous pourrions éliminer la pauvreté et mettre en place un plan d'action décennal pour éliminer la faim. Lynn, ce rapport d'Oxfam, c'est tous les ans à Davos, et tous les ans ils dénoncent les inégalités. Manifestement, je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais ils le font tous les ans. Et cette année, en plus, ils disent que non seulement les inégalités ont augmenté, mais qu'en plus, il y a une accélération de ces inégalités, puisque la fortune des milliardaires a augmenté plus rapidement en 19 mois de pandémie qu'en 10 ans. Oui, alors quelques chiffres de ce rapport avant de le commenter. Depuis 2020, selon le rapport, les 1% les plus riches ont capté 63% des richesses produites, près donc de 2 fois plus que le reste de la population mondiale. Un rapport qui appelle aussi donc à abolir à terme les milliardaires et à diviser par 2 leur nombre d'ici 2030. Un constat qui est que au cours des dernières années, donc il y a eu un enrichissement très important des hommes et des femmes les plus fortunés à travers le monde, avec notamment cette très grande liquidité sur les marchés financiers
financiers, cette montée exponentielle de la bourse. Et donc, dans ce contexte-là, il y a eu ce très grand enrichissement qui est donc dénoncé par Oxfam. Oxfam qui considère donc que les milliardaires sont même nuisibles à la croissance, qui appelle dans ce rapport, donc rapport choc, à abolir à terme les milliardaires à long terme pour le bien-être de l'économie mondiale. Comment cela? Eh bien, en les taxant, taxer les plus grandes fortunes, une taxe qui autour de 2% sur les milliardaires, donc qui est proposée par Oxfam. Alors, ce rapport d'Oxfam, il est publié tous les ans en amont du forum, et tous les ans, on parle de l'augmentation des inégalités. Alors, ce qui est notable cette année, c'est que quelques jours avant le début du forum, le Forum économique mondial lui-même, donc Davos, a publié un autre rapport qui pointe un autre risque, vous l'avez mentionné, mais lié, c'est le risque du coût de la vie, risque qui serait le risque planétaire, le plus grand risque planétaire pour les 2 prochaines années. Il en sera beaucoup question lors des discussions au cours des prochains jours. Une hausse du coût de la vie qui n'est pas seulement liée à la guerre en Ukraine, en effet, comme cela a été dit en plateau, à de nombreux facteurs, en effet, avec la nécessité de décarboner l'économie, donc d'avoir recours à une économie, à une énergie plus verte, avec aussi la démondialisation que vous avez citée, la nécessité de rapprocher les lieux de production des lieux de consommation, entre autres. Shahin Vallée, alors est-ce qu'il faut effectivement taxer les riches, si je puis résumer un peu la pensée de Oxfam? Il y a un certain nombre, j'ai vu par exemple que Olivier Blanchard, l'ancien donc chef économiste du FMI, lui est favorable à une taxe exceptionnelle sur les super profits. Donc ça reste un débat important, et Oxfam dit qu'il faudrait carrément éradiquer les riches pour, les milliardaires, pour que la société soit plus juste. Il y a 2 dynamiques dans ce que décrit Oxfam. Il y a la dynamique du prix des actifs qui croît du coup beaucoup plus vite que l'économie, et il y a les richesses de l'économie qui sont elles-mêmes inégalement réparties. Donc on peut agir sur ces deux leviers d'action, à la fois le prix des actifs et sur les richesses. Je pense que qu'on décide d'agir sur la taxation des revenus ou sur la taxation du patrimoine, je pense qu'il est devenu évident dans beaucoup d'économies avancées qu'on a un système qui est insuffisamment redistributif, et je pense qu'on peut faire beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement. Mais je pense qu'il est utile de se poser la question des moyens. Parce qu'on regarde en France, par exemple, il y avait eu un très beau rapport du CAE il y a plus d'1 an qui expliquait qu'on pouvait... Conseil d'analyse économique. Oui, qui expliquait qu'on pouvait taxer la transmission du patrimoine, puisque visiblement, taxer le patrimoine lui-même, c'était quelque chose de politiquement difficile. Et on a vu que même la taxation de la transmission du patrimoine... Donc taxe sur les successions. Voilà, était quelque chose de politiquement explosif. Et donc, on est un peu dans une situation paradoxale où tout le monde se complaît à dire qu'on est dans un monde de plus en plus inégalitaire, mais par contre personne, et ce qui est assez fascinant quand on regarde les enquêtes d'opinion sur ces sujets-là, c'est que les gens de droite comme de gauche sont tous très rétifs à la taxation de la transmission du patrimoine, dans la taxation des successions. Et quand on regarde des études, y compris aux États-Unis, même les gens qui ont très peu de patrimoine et qui visiblement, compte tenu de leur parcours sociologique, n'auront jamais de patrimoine, sont tous opposés à la taxation du patrimoine. Et donc, on a quand même l'économie politique de la taxation est assez sournoise, puisque tout le monde est d'accord pour dire qu'il en faut plus, et en réalité, personne ne la veut. Jean-Joseph. Oui, le débat a eu lieu en Chine. Sur taxer les plus riches? Oui, puis Xi Jinping s'attaque aux milliardaires, etc. En réalité, alors, je suis plutôt de gauche, mais je vais quand même répondre de façon beaucoup plus balancée. Je trouve cette façon d'Oxfam d'aborder le sujet complètement à côté de la plaque. Pourquoi? Bon. Parce qu'il y a 2 types, par exemple, de milliardaires. Quand je prends les milliardaires en Inde, soit ce sont des entrepreneurs, soit ce sont des rentiers. Dans les pays émergents, énormément, et mais aussi aux États-Unis, de milliardaires sont des entrepreneurs. Le bon exemple, on se moque de lui aujourd'hui, mais enfin, c'est quand même celui qui a racheté Twitter, c'est quelqu'un qui est parti les poches vides. Et c'est la raison pour laquelle, dans le peuple, comme on dit, on est un peu réticent aussi sur le sujet, y compris dans les pays émergents. Parce que si on a besoin de croissance, de développement, on a besoin aussi d'entrepreneurs. Donc la vraie question est, est-ce que dans le développement de ces inégalités, il y a le creusement des inégalités à cause des rentiers? Et on sait qu'à peu près, on a les 2 tiers. Hein, les calculs ont été faits. Il y a aujourd'hui 2 tiers de milliardaires qui font la culbute en permanence à cause des rentes
et notamment de ce prix des actifs, de l'immobilier, etc. Dernière chose, pourquoi Oxfam est à côté de la plaque, à mon sens? Parce que la question qui est posée, c'est pas de tuer les milliardaires, c'est qui doit faire le job. Et là, ce sont les États. Le problème, ce sont les États en Inde ou en Chine, et le débat a lieu maintenant en Afrique. La question qui est sur la table, c'est celle de l'économiste indien Raghuram Rajan, sauver le capitalisme des capitalistes. C'est les États doivent faire leur job. Et bien, c'est ça le problème. Donc, moi, je veux bien qu'on introduise de la fiscalité, etc., sans doute. Mais pourquoi il y a des rentes? Eh bien, ce sont les États qui, aujourd'hui, sont à l'origine de ces rentes. Et donc, les États en fait, il faut détruire les rentes plutôt que taxer les milliardaires. C'est la question structurelle qui est posée. Jean-Hervé Lorenzi, sur cette question des inégalités. Je suis assez d'accord, ça me fait sourire, c'est vrai. À Davos, chaque année, il y a une espèce de festival en off. Il y a l'Oxfam qui sort son affaire, qui est effectivement, je suis assez d'accord, un peu caricatural, en tout cas sur la méthode. On ne va pas tuer les gens, parce que, et notamment les entrepreneurs, je suis d'accord là-dessus. Et on le fait à l'endroit même où se réunissent les gens qui sont les propriétaires du pouvoir et de l'argent dans le monde. Donc, moi, je suis assez pour la diversité des gens qui s'expriment. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que cette déclaration ait lieu là-bas me paraît, j'allais dire, plus que paradoxal et amusant. Maintenant, sur le fond, je suis Est-ce qu'il y a une réticence à l'égard des taxes? Je suis convaincu qu'il faut partager le rentier. C'est pour ça que vraisemblablement la réflexion sur l'héritage est déterminante, parce que en réalité, on redonne sa chance à une génération qui arrive, des jeunes, et on réégalise le dispositif. Après, je veux dire, les gens qui sont très entreprenants, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent, c'est comme ça, mais c'est eux qui le font. En France, on a quelques personnalités qui sont quand même très, très, très fortes. Arnaud, il n'est pas parti. Est-ce qu'il faudrait mettre en place des taxes, justement, sur les super-profits, ou des taxes, en tout cas, temporaires, des taxes sur les pétroliers? Enfin, c'est un débat. Non, mais là, c'est évident qu'il faut rééquilibrer un tout petit peu le dispositif de manière temporaire, comme on le fait pendant une guerre. Je pense qu'on est parti sur une période qui est extrêmement difficile. C'est pour ça que je suis un peu réticent à l'idée que le monde se résume au conflit en Ukraine. Je pense qu'il est malheureusement beaucoup plus compliqué, qu'on n'est qu'au début d'une période qui va se trouver peut-être difficile. Et évidemment qu'il faut imaginer des solutions un peu exceptionnelles. Maintenant, ce que pose Oxfam, c'est pas exceptionnel, c'est systématique. Et je pense que c'est un peu Mais en excessif. France, par exemple, on devrait taxer justement plus les hauts patrimoines, on devrait taxer les riches. Non, c'est pas ça. Par exemple, les super profits qui ont été faits sur tout simplement parce que l'énergie a cru de manière son prix. Je veux dire qu'il y a qu'il y ait une taxation exceptionnelle, ça me paraît évident. Je veux dire, c'est pas. Il y avait besoin de. C'est pas évident pour tout le monde, manifestement. Comment? C'est pas évident pour tout le monde, manifestement. Si, je veux dire, pour tous les politiques. Si, Donc, sur le fond. Tout le monde. C'est du simple bon sens. Le débat a eu lieu et la loi de finances a prévu de ne pas avoir de taxes sur les super profits. Donc c'est pas si évident que ça. Et puis je pense qu'il y a une double question. Il y a la question conjoncturelle du superprofit et la question structurelle des inégalités. Et vous dites sur la question structurelle des inégalités, il n'est pas nécessaire d'avoir une augmentation de la taxation du patrimoine. Je dis autre chose. Je dis, pardon de me préciser ma position, je dis que je sépare ce qui est du domaine de la rente, le rentier, de celui qui est l'entrepreneur. Je dois dire que quand je vois des sommes absolument géantes pour des salariés, parce que le patron d'une boîte qui est salarié, il est salarié, il n'est pas entrepreneur. Et je vois, je sais pas, tel ou tel entrepreneur, salarié français qui gagne plus de 50 millions d'euros, ça me choque, c'est vrai. Mais il n'y a pas besoin d'être un révolutionnaire ardent pour avoir des réactions de bon sens. Et maintenant, sur les problèmes de l'énergie, dans tous les pays du monde, je ne dis pas que ce soit facile. Je ne dis pas même que je comprends même les gens qui ont dit que ce n'est pas possible. Mais sur le fond, c'est du simple bon sens. Il y a brutalement une espèce d'augmentation liée à des phénomènes qui sont des phénomènes largement géostratégiques. Donc c'est exogène. Dans ces cas-là, on a des réactions. Tout ça, c'est du simple bon sens. Ça reste un débat en France sur les choix politiques, Chahine Vallée. Effectivement, on ne taxe pas
particulièrement, il n'y a pas de taxes provisoires qui ont été mises en place justement contre les très riches, contre les groupes pétroliers. Tous les très riches. Et là, on parle de... je parle d'entreprises énergétiques qui ont bénéficié d'une situation exceptionnelle auxquelles ils ne sont d'ailleurs, dont ils ne sont pas réellement ni responsables, ni créateurs, ni... Exactement. Et donc, dans ce cas-là, dans ce cas-là. Donc, il faut distinguer les deux. Ah, c'est très important. Enfin, à mon sens, c'est très important parce que sinon, vous tuez, quel que soit le pays, vous tuez ce qui est un peu le nerf de la guerre. Je vais quand même donner un dernier exemple sur l'Inde, sur les mauvais milliardaires. Aujourd'hui, le premier groupe indien, ce n'est pas les vieux conglomérats comme Tata, etc. Il s'appelle Adani. Adani a multiplié par 100 sa fortune en l'espace de quelques années. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est un grand ami, un financier de la campagne de Narendra Modi. Là, on est dans une rente, je le dis bien, on est dans une rente qu'on appelle la rente politique et qui explique d'ailleurs pourquoi les politiques ne prennent pas leurs responsabilités, y compris en France. Qui est à Davos? C'est ce que tu disais tout à l'heure. On a paradoxalement les copains et les coquins qui n'ont aucun intérêt, effectivement, à modifier la donne. Donc, il faudrait qu'on arrive à bien poser le problème en ces termes-là. Les États doivent faire leur travail et doivent bien distinguer ce qui relève d'un enrichissement lié effectivement au génie, à l'opportunité, etc. Il me semblait qu'Emmanuel Macron, c'était son projet au départ de faire la différence, taxer les rentes et justement libérer l'énergie pour les entrepreneurs et taxer les rentes de l'autre côté. C'était quand même ça le projet initial. Voilà. Et puis je pense que la distinction qui est intellectuellement séduisante entre rentier et entrepreneur est opérationnellement difficile à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Elon Musk, c'est à la fois un entrepreneur et en même temps un rentier. Bernard Arnault, c'est à la fois un entrepreneur de génie et en même temps un rentier. Mais si, parce que quand on dispose d'un capital de la taille de celui de M. Arnault ou de la taille de celui d'Elon Musk, on devient un investisseur financier aussi. Et donc, on est à la fois un entrepreneur et en même temps un rentier. Aujourd'hui, la fortune d'Elon Musk, elle est liée à quoi? Elle est liée au succès de son entreprise, mais elle est liée aussi à la valorisation extrême de son entreprise sur les marchés. Ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas créé de ses mains. C'est pas une rente, ça. Et d'ailleurs, il a perdu quasiment 200 milliards sur sa fortune parce qu'il est entrepreneur. Mais ce n'est pas le cas des rentiers. Les rentiers ne perdent jamais. C'est ça le problème. Les rentiers ne perdent jamais. C'est pas normal, ça. Un rentier qui a 200 milliards en bourse perd à la mesure que la bourse chute. Donc un rentier est aussi exposé qu'Elon Musk à la volatilité des marchés financiers. La crise climatique, puisque vous voulez tous en parler depuis le début, on y va. L'INRIFA, des militants, en tout cas, du climat s'inquiètent du poids des groupes pétroliers à Davos, des militants de Greenpeace qui dénoncent d'ailleurs l'usage des jets privés. À Davos, on dit d'ailleurs que les émissions sont compensées. Enfin, ils s'arrangent pour dire qu'il n'y a pas vraiment d'émissions de gaz à effet de serre, enfin, qu'ils compensent en tout cas ces jets privés. Effectivement, il y a quand même de nombreux groupes pétroliers et ça gêne effectivement les ONG sur ce sujet du climat. Oui, c'est vrai. Alors, en amont de Davos, il y a, comme tous les ans, de nombreux militants écologistes qui sont présents de diverses ONG. Et donc, ils ont manifesté hier pour exprimer leurs inquiétudes concernant la prise en compte de l'enjeu climatique ici à Davos. Rappelons que cet enjeu climatique, il avait déjà une importance majeure ici au Forum économique mondial dès 2020. Toutes les discussions à l'époque n'étaient bien sûr pas autour de la guerre en Ukraine, qui n'était pas encore là, n'étaient pas autour de l'inflation mondiale, mais étaient concentrées uniquement sur les questions climatiques, avec les entreprises donc, qui promettaient donc, en tout cas de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et à l'époque, le président américain Donald Trump qui niait donc, cette crise climatique. Crise climatique qui était aussi posée en 2022 d'une moindre manière. Et aujourd'hui, elle est posée d'une autre manière, elle est posée dans le contexte donc, de la crise énergétique mondiale. Donc, on s'est rendu compte d'une part encore davantage à la dépendance de l'économie mondiale aux énergies fossiles et plusieurs débats ici à Davos sont organisés autour de la question énergétique et climatique donc ici à Davos. Alors pour revenir sur la question des militants, ils ont manifesté donc contre
contre cette place qu'occupent les groupes pétroliers qui sont très présents, Total Energy, Shell, entre autres, Chevron, qui sont très présents à Davos. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont peur que le débat climatique ne soit, disent-ils, donc pris en otage, pour reprendre leurs mots, par ces grands groupes pétroliers qui sont présents ici à Davos. Et puis, vous l'avez mentionné aussi, de la part des ONG, il y a cette inquiétude autour des émissions de gaz à effet de serre émises par les jets privés de toutes les personnes qui sont présentes ici à Davos, qui viennent ici à Davos. Alors bien sûr, tout le monde ne prend pas un jet privé pour venir à Davos. Le Forum économique mondial encourage même à venir par train, rembourse certains trajets en train pour encourager les personnes à venir en train avec de moindres émissions de gaz à effet de serre. Et puis, vous l'avez peut-être aussi mentionné, en marge du forum, beaucoup de discussions pour préparer la prochaine COP28. Donc le climat reste quand même à côté des autres sujets, au cœur des discussions ici à Davos, avec le lien qui est tout le temps fait entre énergie et climat. C'est vrai que le climat a toujours d'ailleurs une importance vraiment essentielle à Davos, pour y être allé un certain nombre d'années. Mais alors justement, toutes ces contradictions qui viennent d'être dévoilées par Lynn Shine-Valley, prenons d'ailleurs la première. COP28, elle a lieu aux Émirats Arabes Unis. Il y a une délégation importante d'ailleurs d'Émiratis à Davos. Et puis il y a même une présence saoudienne extrêmement importante. Alors là, est-ce qu'on est vraiment dans la contradiction évidente, ou est-ce que l'Arabie Saoudite d'ailleurs dit de son côté non, moi je veux diversifier mon économie, je veux aussi sortir du pétrole? Est-ce que la présence de ces groupes pétroliers qui continuent à dire d'ailleurs qu'ils veulent aussi diversifier, qu'ils veulent aussi investir ailleurs que dans les énergies fossiles, est-ce que ça suffit à faire en sorte qu'ils ne soient pas trop en contradiction avec le débat sur le climat? La plupart de ces grandes entreprises énergétiques sont aussi en train d'investir massivement dans les renouvelables, dans l'hydrogène, etc. Donc moi, je ne suis pas choqué que quand on parle de transition énergétique, on invite des énergéticiens, même si au départ, ce sont des entreprises qui ont fait leur fortune sur les énergies fossiles. Beaucoup d'entre elles, Total notamment, font partie des entreprises qui investissent beaucoup dans les renouvelables. Après, je pense que la question, et c'est celle que vous évoquez plus tôt, c'est quel est le rôle des États et quelle est la politique qu'ils souhaitent mener en matière de transition. Ces entreprises-là, quelles qu'elles soient, auront un rôle à jouer dans cette transition. Après, la vraie question qu'il faut se poser, et je pense que dans le cadre européen, on a vu qu'on a été obligé d'avaler notre chapeau à plusieurs reprises, notamment en Allemagne. L'Allemagne, qui a énormément investi dans les renouvelables, se retrouve aujourd'hui à devoir produire de l'électricité à base de charbon parce que la crise énergétique et l'interruption des fournitures de gaz russes a changé profondément et a bouleversé le mix énergétique et le secteur industriel allemand. Donc je pense que nous, on est obligés d'accepter le fait que la transition qu'on imaginait ne se passe pas comme prévu. Ça, c'est aussi la guerre en Ukraine, il faut le dire, là, pour le coup, un impact direct. C'est la guerre en Ukraine, et c'est le fait que nous avions une vision un peu angélique de la transition, et on se rend compte qu'elle va être beaucoup plus compliquée et sans doute beaucoup plus coûteuse que ce qu'on imaginait. Elle était angélique, pourquoi ? Parce que je pense que de manière un petit peu naïve, on pensait que nos approvisionnements étaient sûrs. On s'est rendu compte avec la guerre en Ukraine que ce n'était pas le cas, et que la rapidité de déploiement du parc renouvelable serait peut-être plus rapide que ce qu'on a envisagé. Et puis en France, pour parler d'erreurs pas que allemandes, mais aussi françaises, on a imaginé pendant longtemps que le parc nucléaire nous protégeait absolument d'un choc externe, et on le voit que notre capacité d'une part à construire des nouveaux réacteurs est affaiblie. Les coûts et la vitesse à laquelle on peut déployer les EPR ont été remis en question à plusieurs reprises, et le parc actuel dont on essaie d'étendre la durée de vie est fragilisé aussi par des problèmes techniques qu'on a vu cet été. Donc personne n'a la solution miracle, ni l'Allemagne qui avait fait le choix du renouvelable et du gaz, ni la France qui avait fait le choix du nucléaire. Nos deux stratégies, pour des raisons tout à fait différentes, sont un peu en impasse. Jean-Hervé Lorenzi. J'ai une position, je ne mets pas sur le même plan l'Allemagne qui a fait ce choix incroyable de quitter le nucléaire. Moi, j'avoue que j'ai un biais. Je suis pro-nucléaire, donc et la France qui a en réalité totalement, j'allais dire, laissé tomber une vraie politique cohérente, mais c'est pas de même nature. Dans le nucléaire. Dans le nucléaire. Alors, il semble qu'il commence à s'en sortir, mais j'espère. Il y a eu des erreurs de commise. Je reviens un instant sur l'idée que ces sujets soient discutés à Davos.
Non, je veux dire, la discussion doit avoir lieu dans le cadre des COP, c'est aux États, c'est des gens qui ont été... Et il faut absolument qu'il y ait les entreprises qui s'expriment, énergétiques, etc. Mais c'est une espèce de substitution j'allais dire, de ce qui est institutionnellement légitime par un dialogue qui a été préparé très bien, sûrement très bien, enfin je veux dire qui n'est pas légitime sur ces sujets-là, ça me choque. Alors ça m'amuse de voir, ils ont beaucoup de courage les militants parce que j'ai vu qu'il neigeait et ils doivent pas faire très chaud, donc ça c'est vraiment bien, mais je veux dire, il y a une espèce de dérive que je trouve très dangereuse, de l'idée qu'on peut réunir et discuter, débattre et éventuellement décider de positions dans des lieux dans lesquels les États ne sont pas les États légitimement élus. Les États y sont, Jean-Hervé Lorenzi. Il y a tout de même des décideurs politiques qui viennent à Davos, donc ils représentent leur État. Oui ou non, vous n'avez pas de Chinois ni d'Américains. Il y a le vice-président chinois. Oui, les Américains, il y a John Kerry, sont peu présents. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de... On voit bien. Mais c'est juste une question je vais dire, sur des tas de sujets, par exemple, sur les problèmes d'inflation, je comprends très bien que ce thème soit là. Mais le sujet du climat, qui est un problème par nature mondiale, politique, et évidemment extrêmement compliqué à résoudre, parce que vous avez raison de le dire, on était angélique sur ces sujets-là, mais il n'y a pas que l'Allemagne et la France. Tout le monde est angélique dans ces domaines. Je trouve il se trouve qu'il y a une structure qui s'appelle les COP, et je trouve ça très bien qu'elles aient lieu. Et les COP sont utiles, donc à vous écouter. Pas utiles, elles sont légitimes, c'est autre chose. Jean-Joseph Boileau. Oui, il y a beaucoup d'Indiens d'ailleurs, pour revenir à Davos. Alors c'est vrai, pas beaucoup de Chinois, parce qu'il y a le Nouvel An chinois, donc ça tombe mal. Pas beaucoup d'Américains. Oui, puis surtout, il y a le choc de Covid, si vous voulez. Il y a quand même des millions de Chinois qui sont en train de mourir. Il y a toujours de nombreux Indiens à Davos. Oui, c'est ça. Simplement, sur l'Arabie Saoudite, etc. Des Saoudiens cette année, donc, ce qu'on dit. Oui, faire attention. Tous ces États pétroliers ont pris ces dernières années une place relativement centrale au sein du groupe des pays émergents, et notamment sont tous aujourd'hui demandeurs de rentrer dans les BRICS, notamment l'Arabie Saoudite. Et alors, ça crée, si vous voulez, une sorte de porte-à-faux entre ce qu'on voit bien, ce sont des pays de rente pétrolière, gazière, donc c'est normal qu'ils défendent leur beefsteak, et d'un autre côté, les préoccupations des pays émergents qui, sur ce sujet, sont assez graves. La façon de le résoudre aurait été, pour Davos, et il ne va pas le faire, c'est de reprendre les conclusions de la COP27, qui ont inversé complètement le calendrier classique, où désormais c'est la justice climatique qui arrive en premier. Deuxièmement, c'est l'adaptation. Et seulement en troisième point, l'atténuation, c'est-à-dire c'est l'agenda des pays en développement. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont du pétrole. Donc Total, bien sûr, en France, on lui tire dessus, etc. Mais en Afrique, Total, c'est désormais le premier producteur devant les compagnies chinoises. Et les pays africains ne veulent pas ne pas sortir leur gaz. Donc il y a une sorte d'ambiguïté. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire à Davos ? Eh bien, c'est sur les 100 milliards qui ont été demandés pour la justice climatique, s'interroger quand même sur le rôle des entreprises et de ces fameuses grandes entreprises de type Total, Shell, etc. Et enfin, j'aimerais dire une dernière chose, c'est sur le greenwashing. Davos, c'est quand même, pour y avoir été une fois, moi, ça m'avait vraiment surpris, on est là dans le paradis du greenwashing. On a là, non seulement les milliardaires, les grands groupes, etc., qui sont les plus gros émetteurs de la planète, pas seulement par habitant. Et là, Davos ne montre pas l'exemple. Là, moi, je suis stupéfait de voir à quel point Davos a perdu toute une crédibilité qu'elle avait au départ, qui était un lieu de débat avec les patrons, les États, etc. Là, il n'y a aucun effort qui a été fait. C'est pas rembourser un billet de train, vous êtes bien d'accord avec moi, qui va régler le problème. Je regardais effectivement sur les applications le nombre de jets privés qui sont arrivés à Davos. Vous vous dites, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, pour terminer ce débat, un mot sur la loi américaine anti-inflation, la loi protectionniste, cette fameuse IRA, puisque en fait, c'est une loi qui vise à investir dans le vert. Donc, c'est une loi qui vise effectivement à lutter contre le réchauffement climatique. Et en même temps, c'est une loi protectionniste. Est-ce que ça va entraîner une guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je trouve que le président Macron, sur cet aspect-là, et l'Europe, est assez très lucide. Mais je veux dire, les Américains sont dans une période qui est évidemment isolationniste. On verra bien quelle est l'équipe d'ailleurs politique aux États-Unis, comment les choses se passent. Donc, c'est très difficile de faire des prévisions sur cette affaire-là. Mais ils sont évidemment dans une logique qui est une logique de recentrage des activités. Donc, il met je veux dire, le paquet, il le fait avec beaucoup de talent, je trouve. Et les Européens commencent à réagir, sont lucides sur le fait que tout ceci n'est pas bon pour Ils se font avoir, là. Enfin, bien sûr, ils se font avoir. Parce que, soi-disant, il y a des négociations avec les Américains, mais les Américains, c'est fait. Donc la loi est passée. Bien sûr. Donc comment se protéger? Comment faire? Il y aura une guerre vraiment Je pense que pour qu'il y ait une guerre, il faut qu'il y ait des belligérants. Donc il faut que l'Europe décide de répondre avec force pour qu'il y ait une guerre. On en parle beaucoup, mais pour le moment, il n'y a pas eu d'action très, très claire de la part des Européens. Il y a eu un petit espoir, à mon avis assez vain, que les États-Unis puissent changer et modifier profondément les règles de l'Inflation Reduction Act, et ça, visiblement, ça n'arrivera pas. Il y a un débat actuel sur la manière dont l'Europe doit répondre. Le chemin le plus évident à court terme, c'est de mener un recours devant l'Organisation mondiale du commerce. On aura des réponses, judiciaire, on aura des réponses à ça dans 2 ans et peut-être éventuellement une petite compensation si les États-Unis sont jugés coupables d'enfreindre les règles de l'OMC. La question à court terme, c'est est-ce qu'on fait pareil? C'est-à-dire que est-ce que nous aussi on subventionne notre production de technologies vertes et est-ce que nous aussi on impose des règles de production locale pour tous les biens dans la chaîne de valeur verte? Ça, c'est un des moyens de répondre, et c'est sans doute le moyen le plus simple, ce qui implique quand même de revoir les règles d'État européennes, ce qui n'est pas tout à fait évident. Et le deuxième moyen, si on décide d'européaniser la chose, est-ce qu'on crée un fonds, et ça a été évoqué par la présidente de la Commission ou par le commissaire Breton, est-ce qu'on crée un fonds européen qui aurait pour but de subventionner... Et pourquoi on ne le fait pas? Est-ce qu'il y a une réponse plus rapide à adopter? C'est pas exactement mon opinion, européen, mais les économistes classiques en matière de commerce international disent au fond, nous bénéficierons indirectement des subventions américaines, puisque ce que les États-Unis vont subventionner, c'est qu'ils vont créer du coup du photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydrogène moins cher que ce qu'on a aujourd'hui, et donc nous bénéficierons indirectement de la baisse des prix aux États-Unis. Et donc il y a une externalité positive à ce que les États-Unis font, comme il y a eu une externalité positive aux investissements massifs que la Chine a développés. Mais entre-temps, il y aura des délocalisations. Oui, entre-temps, ça veut dire... Si Total investit aux États-Unis, pour les groupes qui sont à Davos, parce que ce sont des groupes, je veux dire, c'est neutre. Non, il y a probablement... Mais la délocalisation des industries, enfin des boîtes qui justement vont aller aux États-Unis, ça c'est pas bon pour l'emploi en Europe, c'est pas bon pour les pays européennes. Par contre, ce qui est mauvais pour le monde, c'est probablement le fait là, très clairement, que la cible principale des États-Unis, c'est devenu la Chine, qu'il y a bien clairement maintenant une guerre commerciale. Pour moi, la question européenne est posée, mais reconnaissez que les petits États européens appartiennent à l'Empire américain et que c'est un fait. Ils peuvent négocier des miettes, ils vont négocier des miettes, mais fondamentalement, ils ne vont pas réussir à imposer en dépit de ce que le président Macron souhaite. Non, le friendshoring, le concept majeur qui est sorti... Le friendshoring. Le friendshoring, c'est-à-dire le fait de commercer avec ses amis, est quelque chose qui, à mon sens, va avoir un impact beaucoup plus important sur le moyen et long Donc ça veut dire de la relocalisation, ça veut dire qu'on introduit un biais dans les flux du commerce et les flux des investissements en fonction d'une position géopolitique ou politique. Et donc on va avoir une réponse chinoise, c'est évident, à ce friendshoring, où la Chine est en train de faire pareil. Vous avez peut-être vu, la semaine dernière, qui est allé en Afrique, voir 5 grands pays africains, eh bien, c'est le Premier ministre chinois. Et moi, ce qui me fait très peur, c'est qu'on est en train de surajouter, en fait, à cette rivalité géopolitique qui va s'exprimer sur un plan quasi militaire, une rivalité commerciale qui va devenir géopolitique. Et là, sans doute, on sort des 30 glorieuses et fondamentalement de l'esprit de Donc ça veut dire plus de fragmentation. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un conflit. Et surtout, ça va mettre l'Europe face à un choix déterminant. C'est-à-dire que dans ce conflit sino-américain, ça va forcer l'Europe à choisir dans tel ou tel domaine si elle décide de se mettre du côté des Chinois ou du côté des Américains. Et on l'a vu sur un domaine très important qui est le domaine des semi-conducteurs, dans lequel l'Europe joue un rôle important en haut de la chaîne de valeur, notamment avec une grande entreprise néerlandaise, où les États-Unis disent «
vous ne pouvez plus exporter ce type de produit en Chine, puisque c'est grâce à ce type de produit que la Chine va pouvoir développer une autonomie en matière de semi-conducteurs. Et la Chine, c'est le premier marché mondial aujourd'hui des semi-conducteurs. Non, juste un mot de conclusion, très vite. Dire évidemment qu'on est dans un monde qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu. Évidemment, les économistes très classiques disent que tout ce qui peut être protectionniste, c'est un crime contre l'humanité. Évidemment, c'est stupide, parce que dans la vie, on défend ses intérêts. C'est ce que font les Américains, ils sont en train de le faire. Les Donc Européens seraient bienvenus. L'Europe oui. serait bienvenue de réaliser quels sont ses intérêts. Je trouve d'ailleurs que la Commission, aujourd'hui, est assez lucide. Alors maintenant, qu'elle mette en application ses affaires, ça c'est un autre problème. Merci Jean-Hervé Lorenzi, merci Shahin Vallée, merci beaucoup Jean-Joseph Boileau, merci à Lynn Rifaille qui était avec nous en direct de Davos. Merci à vous tous de nous avoir suivis et vous restez avec nous sur France 24.